Alors, je suis Simon Collin, directeur du CRIFPE UQ, très content de vous accueillir tous. Une conférence visiblement populaire parce qu'il y a beaucoup de monde des différentes antennes du CRIFPE, comme vous le voyez. Petit rappel là, pour ceux qui se joignent à nous peut-être pour la première fois ou de manière moins régulière, le CRIFPE, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. C'est un centre qui est constitué de quasiment toutes les universités, je dirais principalement francophones du Québec. Et donc, pour aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Mario Richard, qui est professeur à la TELUC Campus Québec, et qui va nous parler donc, de la vulgarisation, comment communiquer avec les gens du milieu. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est un problème qu'on connaît bien, auquel on est souvent confronté, mais qui est épineux et qui reste difficile à gérer. Donc, Mario a écrit là-dessus, il a réfléchi aussi là-dessus, c'est ce qu'il va nous partager. Mario, merci beaucoup. Puis, avant de commencer, j'invite toutes les antennes à fermer les micros pendant la présentation de Mario. Et puis pour la période de questions, on pourra les rouvrir, mais ça évitera que s'il y ait des gens qui éternuent, se mouchent ou autres, on les entende en même temps que Mario parle. Merci à tous et bonne conférence. Mario, c'est à toi. Merci Simon. Bien content de voir que l'offre de conférence c'est que vous voyez le conférencier. Réponse de ce type-là. J'espère que tout le monde m'entend bien et me voit. J'imagine que oui, ça semble fonctionner. Donc, peut-être un petit 2-3 minutes juste pour vous situer le cadre de référence de mes travaux. Je suis professeur à l'UR Éducation à la TELUC depuis 2009. Je travaille plus particulièrement dans le contexte de formation continue des enseignants, des conseillers pédagogiques, des directions d'école. Donc, c'est ce qui m'amène à me pencher plus particulièrement sur toute la question du transfert. Ce qu'on offre ici à la TELUC comme cours s'adresse particulièrement aux enseignants en exercice, puis aussi aux intervenants qui sont sur le terrain. On n'offre pas de formation initiale, par contre, les cours qu'on offre s'adressent à des intervenants qui sont sur le terrain. D'où finalement la particularité de ce type d'intervention-là, avec aussi la nécessité d'être vraiment plus orienté sur des stratégies pour favoriser le transfert. Donc, d'une part, ce contexte-là. D'autre part, avant d'entrer à la TELUC, j'ai été formateur dans un contexte de formation continue pendant près d'une vingtaine d'années, avec des enseignants autant du primaire que du secondaire. Donc, c'était aussi un cadre à l'intérieur duquel j'ai eu à fouiller toute la question du transfert. Puis finalement, ma thèse de doctorat portait sur le transfert d'un modèle d'ingénierie pédagogique dans un contexte de formation en ligne avec un organisme franco-ontarien qui s'appelle Apprentissage électronique Ontario. Donc, ça vous donne un peu le portrait de d'où vient finalement mon intérêt pour le transfert, puis ce que j'ai pu faire aussi comme travaux à l'intérieur de ça. Si on y va tout de suite avec le plan de la rencontre. Donc, un double but, c'est-à-dire à la lumière des recherches sur le transfert des connaissances et sur la formation continue des enseignants. Premièrement, identifier les conditions et des moyens qui favorisent la mise en application en classe des connaissances issues de la recherche. Deuxièmement, illustrer leur implantation. Quand je dis leur implantation, c'est l'implantation des conditions et des moyens qui sont auxquels on fait référence dans le point 1. Donc, identifier leur implantation dans les milieux de pratique. Par l'entremise de la présentation d'une étude exploratoire portant sur le développement et le déploiement d'un cours hybride en enseignement efficace dans 5 commissions scolaires québécoises. Si j'explique rapidement, c'est que, comme je vous mentionnais tantôt, le type d'intervention qu'on fait à la TELUC, c'est une intervention qui se fait directement sur le terrain avec des intervenants d'exercice. On a développé depuis maintenant tout près de 3 ans un cours en ligne qui s'adresse et à des enseignants et à des conseillers pédagogiques, à des directions d'école, un cours de 2e cycle, qui met en place finalement un processus ou une démarche de transfert, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'en arriver à pouvoir faire un transfert d'expertise du milieu universitaire au milieu scolaire. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour illustrer finalement les différents éléments qu'on va voir en termes de conditions puis de moyens pour favoriser la mise en application en classe des données issues de la recherche. Si on regarde de façon plus détaillée le plan, on va y aller premièrement avec une mise en contexte, c'est-à-dire ce qu'on va voir. Simon il faisait référence tantôt, c'est une problématique finalement, la question du transfert des connaissances dans les milieux de pratique.
Donc, on va aller situer à l'intérieur d'un court contexte en quoi, finalement, les perspectives du terrain et nos perspectives comme chercheurs divergent sur l'utilisation des connaissances. Ensuite, on va voir deux modèles de transfert, c'est-à-dire un modèle de transfert qu'on pourrait appeler plus classique ou un modèle qui est linéaire, puis un deuxième modèle qui est un modèle que vous reconnaissez. Ah, celui-là, peut-être. Oui, c'est la celle-là. En privilégiant particulièrement, naturellement, un modèle qui est plus systémique. Je vais aller voir pourquoi. Ensuite, quand on se parle de transfert, finalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qu'on vise, c'est d'en arriver à ce qu'il puisse avoir un changement, puis particulièrement quand on se parle de transfert directement dans les milieux de pratique, ce qu'on veut, c'est que des changements puissent être implantés à l'intérieur de ce que les intervenants font. Donc, ce qui devient intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme balise en ce qui concerne le changement. On va aller le voir sous deux angles. Finalement, on va aller voir les différentes dimensions du changement, puis les étapes d'un changement, avec deux ou trois outils plus concrets que j'ai développés à l'intention des intervenants qui permettent finalement de situer le changement pour donner aux gens des leviers pour être capable de voir que quand on veut passer à l'action, quand on veut faire des mises en application, finalement, il y a des conditions qui sont à respecter. Et quand on les connaît, on est plus en mesure de le faire. Donc, c'est l'objectif qui est visé par ça. On va faire le lien naturellement avec les modalités d'efficacité de la formation continue. Parce que, dans le fond, quand on se parle de transfert dans les milieux de pratique, on peut faire un parallèle direct avec tout ce qui touche finalement à la formation continue des enseignants. Parce que le transfert qu'on vise comme chercheur, si on se propose d'en arriver à mettre en place des applications avec les intervenants sur le terrain, et ce qu'on vise à l'intérieur des activités de formation continue, quand on travaille avec les enseignants dans un contexte de formation continue, ce qu'on veut naturellement, c'est que les différents contenus qu'on voit avec eux puissent être appliqués dans leur contexte de salle de classe. Donc, finalement, c'est ce qui permet de faire le parallèle entre les deux. En allant voir qu'est-ce qu'on a comme modalité du côté de la formation continue, ça nous donne des pistes qui peuvent être utilisées pour nous guider au niveau des interventions qu'on peut faire pour favoriser le transfert des connaissances qu'on génère comme chercheurs pour en arriver finalement à faciliter leur mise en application. Et on va ensuite, au point 5, comme je le mentionnais tantôt, je vous présenterai rapidement de quelle façon on a procédé pour en arriver à mettre en place ce cours hybride-là qui est actuellement offert dans 5 commissions scolaires, maintenant bientôt 6 commissions scolaires au Québec, puis en quoi on peut le considérer comme une démarche de transfert de connaissances. Puis naturellement, à la fin, on va se garder un temps pour répondre à vos questions, puis être capable d'échanger sur les différents éléments que j'aurais pu présenter. Donc, quand on se parle du transfert des connaissances, c'est d'ailleurs de cette façon-là que je faisais référence dans le petit libellé, le descripteur que j'ai envoyé à Hélène Meunier qui vous l'a fait suivre. On se parle vraiment du défi du transfert des connaissances. Le transfert des connaissances, on le considère comme un enjeu crucial pour améliorer les pratiques en éducation. Mais ce qu'on constate aussi, finalement, c'est qu'il y a un décalage important entre les connaissances produites et celles qui sont réellement utilisées dans la pratique. Et là, je fais référence, entre autres, je pourrais vous donner des références plus complètes, mais je fais référence à une synthèse de recherche qui a été produite par Landry et ses collaborateurs, qui est intéressante. Je l'ai ici juste devant moi. Peut-être que vous la connaissez. Ça s'appelle « La recherche, comment s'y retrouver », une recension systématique des écrits sur le transfert des connaissances en éducation. Donc, c'est fort intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de toute la problématique du transfert et de ce qui a été fait. Donc, c'est un premier constat qui est fait. Des chercheurs du côté américain, Clark et Estes, qui travaillent plus dans le domaine de la technologie éducative, nous disent fondamentalement que ceux qui ont essayé d'appliquer des résultats de recherche ont rapidement appris, puis des fois de façon douloureuse, que le transfert est pas direct puis est pas facile. Même chose du côté de chercheurs, plus en ce qui concerne le domaine des organisations, c'est-à-dire Rhines, Dartunek et DAP, des gens qui travaillent plus sur le transfert dans le milieu organisationnel, en arrivent finalement à dire sensiblement la même chose, que c'est bien connu que les connaissances sont généralement difficiles à transférer. Il y a de nombreux exemples de
recherche solide qui n'a pas réussi à passer le stade de la pratique, puis de se rendre dans les organisations, malgré le fait finalement que il y avait des choses qui étaient solides. Donc, le problème, c'est même si on fait de la recherche, même si on se préoccupe d'en arriver à être très rigoureux dans ce qu'on fait comme travaux, la difficulté demeure toujours le passage à l'action. C'est quelque chose qui est loin d'être récent, c'est quelque chose qui est bien connu. Ce à quoi on est confronté, c'est finalement des perspectives qui sont différentes concernant l'utilisation des connaissances. Et ça permet de voir, sans en parler comme étant deux solitudes, mais ça permet de voir qu'il y a quand même une espèce d'écart, je dirais pas un mur, mais il y a une difficulté à faire le passage entre les deux. Puis quand on regarde sous trois angles, c'est-à-dire sous l'angle des préoccupations, des intérêts, des attitudes, puis de la formulation du problème, on est capable de le comprendre. C'est-à-dire, d'une part, ce qu'on voit, c'est que les chercheurs, comme chercheurs finalement, on cherche au niveau des préoccupations et des intérêts à établir des conclusions scientifiques, à décrire et expliquer des phénomènes, à développer des modèles valides et mesurables, puis à publier nos recherches dans des revues scientifiques idéalement prestigieuses. Du côté des praticiens, ce à quoi on est confronté, c'est qu'eux, finalement, leurs intérêts, leurs préoccupations se situent plus du côté de réduire l'incertitude, résoudre des problèmes quotidiens le plus rapidement possible, augmenter leur pouvoir d'influence dans l'organisation, puis obtenir des résultats visibles. Ça, c'est du côté des préoccupations, des intérêts. Si on regarde en ce qui concerne les attitudes, comme chercheur, on va adopter plutôt une position de neutralité, privilégie l'objectivité, puis on veut valider les connaissances en regard des écrits scientifiques. Alors que, en ce qui concerne les praticiens, c'est une position qui est plutôt normative, privilégie ce qui semble donner des bons résultats. Finalement, ce qu'on veut, c'est que ça marche, on est sur le terrain, on a besoin d'avoir quelque chose qui va être utile. Puis on veut valider les connaissances en regard aussi de l'expérience. Il faut que ça tienne la route dans le cadre à l'intérieur duquel les gens transigent. Finalement, en ce qui concerne la formulation du problème, de notre côté comme chercheur, on va plutôt prendre en compte un nombre limité de variables, puis on va essayer de travailler plus dans une perspective de relation causale. On va avoir une préférence pour les données objectives et mesurables qui sont recueillies habituellement à partir de méthodes qui sont plus standardisées. Alors que du côté des praticiens, on va plutôt prendre en compte des variables multiples selon des interactions qui sont systémiques, puis on va avoir une préférence pour les données subjectives et expérientielles qui sont recueillies de façon plutôt informelle. Ce que ça donne si on va un peu plus loin, là je m'appuie sur des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui sont reliés avec la chaire d'organisation du travail dans le département de management. Donc, Roy et ses collaborateurs. Selon Roy et ses collaborateurs, la position dichotomique qui est occupée par les praticiens et les chercheurs en ce qui concerne l'utilisation des connaissances peut se résumer de la façon suivante. C'est-à-dire, les praticiens doivent agir sous pression pour résoudre des problèmes qui sont complexes. Ils ont une information qui est incomplète, ils doivent porter des jugements sur la base des connaissances disponibles. Ils veulent savoir comment intervenir dans l'immédiat. Et ça, c'est très présent quand on travaille avec des intervenants de terrain, quand on travaille avec des enseignants, quand on fait de la formation. Ce qui revient tout le temps, c'est à partir du moment où tu me proposes quelque chose, en quoi c'est applicable, puis applicable demain matin. Donc, faut que ça soit mis en application rapidement. C'est des gens qui sont intuitifs, qui cherchent des solutions adaptées aux différentes situations qui les confrontent, puis ils veulent réduire l'incertitude. De notre côté, comme chercheurs, on réserve plutôt notre jugement jusqu'à temps qu'on dispose en tout cas, de toute l'information ou de plus d'informations possible. On va avoir tendance à généraliser plutôt avec prudence les données qu'on va aller chercher dans des conditions qui sont plus contrôlées. Et à ça, on peut ajouter aussi, selon Landry et ses collaborateurs, la synthèse de recherche à laquelle je faisais référence tantôt. Ce qu'eux ajoutent à partir de la synthèse qu'ils ont fait, c'est que les chercheurs jugent la recherche selon sa valeur conceptuelle et méthodologique, alors que les gestionnaires et les praticiens la jugent plutôt selon sa pertinence et sa facilité d'emploi. Fait on voit quelque part que pour être en mesure d'arriver à faire la jonction entre les deux, il y a quand même un travail important à faire. Oups. Donc, on en arrive finalement, quand on se parle du transfert des connaissances, à deux dimensions.
c'est-à-dire une première dimension qui est la mise en disponibilité de l'information par ceux qui la génèrent. Normalement, comme chercheur, ce qu'on veut, c'est qu'à partir du moment où on est en mesure d'identifier des données de recherche, c'est que ça puisse être rendu disponible. Mais l'autre élément qui est fondamental, on a beau le rendre disponible, mais c'est pas parce que c'est disponible que les usagers éventuels qui peuvent en avoir besoin vont se l'approprier. Donc, il y a toute la question de l'appropriation qui devient quelque chose qui est finalement tout aussi important. Et c'est le problème qui était identifié tantôt, c'est qu'on a beau faire des recherches qui sont très solides, très rigoureuses, mais le fait de le faire, ça ne veut pas dire que les gens qui pourraient en bénéficier vont être en mesure de se l'approprier. C'est confrontant en soi. Pour être capable d'expliquer un peu plus comment ça fonctionne, le processus, il y a un premier modèle qui a été élaboré qui a tenté de prendre finalement en considération les conditions du terrain pour en arriver à être capable de voir de quelle façon on peut favoriser le transfert. C'est un modèle qu'on peut considérer comme étant un modèle plus linéaire. Dans le contexte du transfert des connaissances, finalement, il y a 3 grandes étapes qui ont été identifiées. La première étape, c'est ce qu'on appelle la création. C'est-à-dire la création, comme chercheur, on va générer des connaissances. Une fois que les connaissances sont gérées, ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, on voit un intermédiaire qui va venir finalement jouer un rôle d'interface entre les chercheurs et les praticiens, ce qu'on appelle finalement les agents de transfert de connaissances, ou ce que j'ai mis en parenthèse, on les appelle aussi des agents de liaison. Dans sa synthèse de recherche, l'équipe de chercheurs de Landry parle, eux, de gestionnaires, mais gestionnaires de façon générale dans le milieu de l'éducation. C'est-à-dire, autant des conseillers pédagogiques, des directions d'école, ils les appellent des gestionnaires, mais finalement, ce sont les agents de liaison. Eux auraient comme rôle plus de travailler sur la discussion. Et finalement, naturellement, on va retrouver en bout de course les utilisateurs de connaissances, c'est-à-dire ce sont les praticiens qui, eux, font la mise en application. Donc, c'est un modèle qui, c'est pas pour rien qu'on l'a qualifié de linéaire, finalement. Comme vous pouvez voir, c'est un modèle qui est top-down. C'est un modèle qui avait été développé pour au moins prendre en considération le fait que la connaissance est pas directement transférable des chercheurs aux praticiens, que ça prend une interface ou ça prend un intermédiaire entre les deux qui sont les agents de transfert de connaissances. Mais assez rapidement, ce qu'on a constaté, c'est que ce modèle-là avait quand même des limites importantes. Et c'est ce qu'on va aller voir, c'est quoi finalement les limites de ce modèle-là. Premièrement, c'est un modèle qui est axé vraiment sur l'aspect mécanique du transfert, puis c'est un modèle qui évacue complètement les variables contextuelles où le processus s'effectue. Finalement, on ne tient pas compte du contexte à l'intérieur duquel les praticiens, le contexte entoure finalement les conditions de pratique des gens qui vont mettre en application les connaissances. En dissociant aussi le contexte de production des connaissances scientifiques de celui qui délimite leur utilisation sur le terrain, on ignore le rôle des praticiens qui doivent s'approprier les nouveaux savoirs et les contextualiser afin de pouvoir les utiliser. Donc, on n'en tient pas compte du tout. Ensuite, l'autre élément qui est fondamental, et c'est là-dessus qu'on va travailler parce que c'est ce qui permet éventuellement de réduire l'écart entre le travail des chercheurs et le travail des praticiens, c'est que pour que le transfert se réalise, la relation qui doit prévaloir entre les générateurs et les utilisateurs de la connaissance doit être plutôt envisagée de façon circulaire que de façon linéaire. Et on pourrait même dire de façon systémique. Le modèle linéaire, finalement, a des limites très importantes. Et le dernier élément, c'est que il devient fondamental de restituer le processus de transfert du savoir directement dans le contexte à l'intérieur duquel il s'effectue pour tenir compte des acquis que possèdent ceux qui mettent des connaissances en application. C'est quand on se parle de transfert, que ce soit un transfert de connaissances entre chercheurs et praticiens ou que ce soit le transfert qu'on cherche à obtenir dans un contexte d'apprentissage, par exemple en salle de classe avec des élèves, on sait très bien que le transfert s'effectue sur la base des connaissances qu'on maîtrise déjà, qu'on a déjà.
sur la base de nos acquis antérieurs. Si c'est vrai dans un contexte d'apprentissage entre un enseignant et des élèves, ou entre, par exemple, un travail d'équipe que les élèves peuvent faire entre eux, ben c'est aussi vrai dans un contexte plus professionnel. Donc, on s'en sort pas, c'est-à-dire que l'importance des acquis ou des connaissances préalables ou des connaissances antérieures, c'est un élément qu'on ne peut absolument pas mettre de côté. Au contraire, il faut en tenir compte. Si on n'en tient pas compte, c'est ce qui explique pourquoi on a des difficultés importantes à initier quelque transfert que ce soit. Donc, à partir du moment où on veut aller au-delà du modèle linéaire, dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'avais utilisé les travaux d'un groupe de chercheurs auquel je faisais référence tantôt, c'est-à-dire le groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke, Roy, Parent et Saint-Jacques, qui, eux, ont élaboré un modèle intéressant pour être en mesure de saisir finalement les différentes dimensions qui doivent être prises en considération quand on se parle de transfert de connaissances, puis de quelle façon on peut et on devrait tenir compte du contexte pour favoriser ce transfert-là. Ce modèle-là, c'est un modèle qu'ils ont appelé le modèle DTCC, c'est-à-dire le modèle sur la dynamique de transfert des connaissances fondée sur les capacités. Ce qui est intéressant de ce modèle-là, tantôt on a vu rapidement un modèle linéaire. Là, ce qu'on a, c'est un modèle qui est circulaire et systémique. Finalement, ce qu'on prend comme base de travail, on va quand même avoir nos trois grandes étapes auxquelles on avait fait référence tantôt. On retrouve toujours quand même la création, la diffusion et l'utilisation, sauf que de la façon dont ils ont restitué le tout, c'est quelque chose qui se fait de manière beaucoup plus large, non pas de manière top-down, mais vous voyez que il y a énormément de fluidité à l'intérieur de ce schéma-là. D'un côté, on a les connaissances qu'on veut transférer en jaune. De l'autre côté, ici en bleu, on a les besoins. Donc, à la base, quand on se parle d'en arriver à être capable de faire du transfert dans les milieux de pratique, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est qu'on a beau avoir des velléités de transfert importantes, mais si les gens sur le terrain ne voient pas en quoi ce qu'on leur propose peut les aider, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le besoin de ces connaissances-là, ou qui ne savent pas que ça peut les aider, parce que dans le fond, ils pourraient en avoir besoin, mais s'ils connaissent pas les travaux, ils seront pas plus avancés. Donc, c'est une interaction finalement entre d'une part les connaissances qui sont nécessaires, qu'on veut transférer, mais les besoins auxquels on veut répondre. Et si vous remarquez, la ligne des besoins finalement se situe autant entre les capacités de génération, dissémination, d'absorption que les connaissances. Si on regarde les trois grandes étapes qui ont été identifiées de façon un peu plus large, c'est-à-dire la création, est identifiée dans ce modèle-là comme étant la capacité de génération. Elle est définie comme l'habilité à découvrir ou améliorer des connaissances, de même que les processus, technologies, produits et services qui en découlent. On a ensuite, du côté de la diffusion, ce qu'ils ont appelé la capacité de dissémination, qui est l'habilité finalement à situer dans son contexte, à traduire en langage clair, à adapter, à formater et à diffuser les connaissances à travers un réseau social ou technologique, et l'habilité à susciter un engagement élevé des groupes d'intérêt qui sont concernés. C'est super important. Un des éléments fondamentaux qu'on trouve là-dedans, c'est toute la question de la création d'un réseau. Parce que pour en arriver finalement à faire en sorte qu'un transfert puisse se faire, on va devoir s'appuyer sur un réseau qui va faire en sorte que la connaissance va pouvoir être, on va pouvoir se l'approprier puis on va pouvoir l'adapter. C'est un des éléments fondamentaux. Et on parle aussi, à l'intérieur de ça, de l'habilité à susciter un engagement. Ça fait référence, finalement, à la question des besoins. C'est-à-dire que, on va voir tantôt dans les différents éléments en lien avec le changement, que pour être capable de voir que quelque chose peut m'aider, il faut que je sois aussi en contact avec ce quelque chose-là. Si je connais pas les outils, j'ai pas été mis, finalement, en contact avec certains outils qui peuvent m'aider, même si ça pourrait être utile, si je le sais pas, ben je peux pas avoir ce besoin-là. Donc, la capacité de dissémination est importante à ce moment-là. Et naturellement, le troisième élément au niveau de l'utilisation, c'est la capacité d'absorption.
c'est-à-dire c'est l'habilité à reconnaître la valeur des nouvelles connaissances provenant des sources externes, assez appropriées à les mettre en pratique afin de progresser ou de faire face aux enjeux qui se présentent. Et ça, c'est un autre élément auquel on est confronté comme chercheur, c'est-à-dire que à partir du moment où on se présente devant des intervenants de terrain, en éducation, on n'a pas toujours bonne presse, en ce sens que on est souvent vu comme des théoriciens. Et les gens vont nous dire, c'est beau là, la recherche, mais à quelque part, je vois pas vraiment comment je peux me servir de ça. Donc, il y a d'une part, oui, un travail qu'on a à faire comme chercheur pour favoriser la dissémination des travaux, mais il y a aussi une ouverture à créer du côté du milieu pour que les gens puissent voir finalement que les recherches qu'on mène peuvent être utiles. C'est un travail qui est à faire du côté de l'absorption et de ce côté-là, naturellement, les intermédiaires qui se situent, qui vont travailler plus particulièrement du côté de la dissémination, c'est-à-dire nos gestionnaires ou nos agents de transfert vont avoir un rôle important à jouer. Et on retrouve à l'intérieur de ce modèle-là, autant en haut qu'en bas, ce qu'ils ont appelé finalement la capacité d'adaptation et de remise en question. Ce que ça veut dire, c'est qu'un modèle comme celui-là, c'est un modèle qui est systémique, qui part du principe que on devrait toujours être en quête d'amélioration. Donc, cette capacité-là elle a été définie comme l'habilité à apprendre puis à renouveler continuellement le système de transfert utilisé. Au fur et à mesure, finalement, que les connaissances évoluent, si on veut améliorer les pratiques, si on demeure ouvert, tout ça fonctionne de façon itérative, puis on est en mesure d'avancer de plus en plus. Si on regarde une autre représentation qu'ils en ont faite, la première que je vous ai présentée était un peu moins récente, la deuxième, c'est la même chose, c'est le même modèle, mais qui a été représenté visuellement de façon beaucoup plus fluide. C'est pas juste plus beau, là, mais c'est aussi plus représentatif, autant de ce qui concerne les connaissances que les besoins. Si vous regardez les bulles qui sont autour des trois grandes capacités, finalement, on voit une fluidité entre en haut les connaissances qui sont en bleu, en bas les besoins qui sont en blanc. Les deux se mêlent, donc les bulles blanches et bleues se mêlent ensemble et sont finalement tournoient autour des trois grandes capacités. C'est une façon intéressante d'illustrer qu'il y a une interaction importante et c'est un des éléments clés à retenir aussi par rapport au modèle linéaire. Le modèle linéaire, c'est un modèle qui est top-down, alors que à partir du moment où on veut favoriser le transfert, ce qui devient important, on se parlait de réseau tantôt, le réseau va jouer quel rôle? Le réseau va jouer un rôle d'interaction entre les différents partenaires, c'est-à-dire autant entre les chercheurs que les agents de transfert qu'entre les praticiens. La question des interactions devient fondamentale pour favoriser finalement un aller-retour entre les connaissances qui sont générées, la façon dont les gens se l'approprient pour être en mesure, capable ensuite éventuellement de les transférer dans d'autres contextes. Donc, ce qui est à retenir de la différence entre les deux modèles, c'est vraiment, un, la question du réseau, deux, la question des interactions. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là que, dans sa synthèse de recherche, Landry positionne les différents modèles parce qu'il fait un peu un historique aussi, puis un tour de piste des modèles de transfert. Et le modèle de transfert dont je vous parle, c'est un modèle de transfert qui est identifié comme étant un modèle de transfert basé sur les interactions. Et Landry, finalement, en arrive à la même conclusion, c'est-à-dire que si on veut considérer le transfert de façon à être en mesure de pouvoir le mettre en application, le voir de façon linéaire, c'est de s'enfermer dans un cadre qui est totalement limitatif. Si on va un peu plus loin, et là on va commencer à faire le lien entre le transfert et les activités de formation continue. Comme je le mentionnais dans mon petit descripteur d'atelier, de conférence, les activités de formation continue qu'on offre aux enseignants, ne peuvent faire fi des impératifs de transfert. À partir du moment où on offre des activités de formation continue aux enseignants, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on veut comme formateur, c'est que ce qu'on leur propose puisse être utilisé. Puis, un des problèmes auxquels on est confronté, puis on va le voir un petit peu plus loin de façon plus précise, mais quand on regarde les recherches actuellement de façon générale dans le domaine des organisations, pas seulement en éducation, mais de façon générale dans le domaine des organisations, fin des années 90, début 2000, on parlait d'un transfert de l'ordre d'à peu près 10%.
des activités de formation qui sont offertes dans les organisations en général. Donc, il y a beaucoup de formations qui se donnent présentement dans les organisations, mais un des constats qu'on fait, c'est qu'il y a peu de transferts. Les données plus récentes parlent de 2010, 2011, 2012. Je fais référence, entre autres, aux travaux d'un chercheur plus dans le domaine organisationnel qui est à l'Université de Montréal, qui s'appelle Robert Hakoun, qui s'est vraiment spécialisé sur le transfert, avec son collègue Sachs de l'Université de Toronto. Ce à quoi ils en sont arrivés de leur côté, on va parler d'un transfert qui peut varier. On parle de peut se rendre jusqu'à 30% actuellement. Donc, ce qu'on dit finalement, c'est que dans les activités de formation qui sont offertes dans les organisations, il y a 70% de ce qui est offert qui n'est pas transféré. Fait que vous voyez que le problème qu'on a comme chercheur au niveau du transfert des savoirs qu'on génère est tout à fait similaire à celui auquel on est confronté dans le contexte de la formation qui est offerte dans les organisations, que ce soit les organisations générales ou que ce soit dans le milieu scolaire. Si on considère le transfert au niveau de la formation continue comme l'application en milieu de travail des connaissances puis des habiletés acquises dans le cadre d'un programme de formation, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut assurer le maintien de ces habiletés-là à moyen et à long terme. C'est-à-dire que c'est beau, dans un premier temps, qu'ils puissent avoir apprentissage, mais ce qu'on veut, c'est que ça puisse demeurer en mémoire, puis que la personne en situation d'apprentissage puisse ensuite pouvoir y faire référence à moyen et à long terme. Ce que ça nous dit finalement, c'est que le transfert, ça devient le cœur de toute démarche de formation continue, de la même façon que en situation d'apprentissage scolaire avec des élèves, le transfert, c'est toujours une problématique à laquelle les enseignants sont confrontés. Donc, si on veut en arriver à avoir l'effet désiré, c'est-à-dire si on veut que la formation continue puisse donner de bons résultats, il faut s'assurer que les activités respectent les modalités qui favorisent une efficacité optimale. Fondamentalement, on a deux éléments. C'est-à-dire, sur le plan du contenu, ce qui devient important, c'est que si on propose aux enseignants des stratégies pour améliorer les pratiques, ce qui devient important, fondamental, c'est que ça soit basé sur des données probantes. C'est-à-dire que ce qu'on leur propose, finalement, soit non pas présenté dans un contexte de la saveur du mois ou les modes, mais de s'assurer que ce qui va être proposé aux enseignants s'appuie sur des bases qui sont solides. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, sur le plan de la démarche, il faut avoir en tête les conditions qui vont favoriser le changement des pratiques professionnelles. Et c'est ces conditions-là, c'est sur ces conditions-là qu'on va aller réfléchir dans les prochaines minutes pour essayer de voir ensuite de quelle façon on peut prendre en considération ces conditions-là, qui sont des conditions qui sont établies dans un contexte de formation continue, pour être capable de les avoir en référence quand on veut en arriver à proposer des transferts, de la mise en application de connaissances qu'on génère à l'intérieur des recherches qu'on mène. Donc, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de faire un détour par deux ou trois activités de recherche qu'on a menées avec un collègue depuis un certain nombre d'années. Une première activité qu'on a menée de façon continue depuis au-delà d'une quinzaine d'années, c'est-à-dire une enquête sur le perfectionnement qu'on a fait avec des enseignants, des intervenants du milieu scolaire, des conseillers pédagogiques, des directions d'école, en formation continue, à partir de 3 questions qu'on leur a posées, ce qui nous a permis ensuite d'en arriver à identifier des conditions à partir desquelles on a été capable de faire des validations avec des recherches qui avaient été faites du côté de la formation continue, entre autres aux États-Unis. Donc, les 3 questions qu'on a posées à des intervenants en formation avec lesquels on travaillait, en leur disant, écoutez, ce qu'on veut voir, si on vous offre de la formation, ce qu'on veut voir, c'est les perfectionnements que vous avez suivis, les activités de formation qu'on vous a proposées, lesquelles ont été les plus appréciées. Donc, ce qu'on leur demandait, premièrement, c'est de faire la liste des perfectionnements les plus récents auxquels ils ont participé. Sur le PowerPoint, vous avez 5, là, ce qu'on leur dit, c'est pas important, ça peut être 6, ça peut être 7, ça peut être 4. Donc, de faire la liste des formations ou des perfectionnements les plus récents auxquels vous avez participé. Parmi ces perfectionnements-là, les 3, 4, 5, 6, d'identifier finalement lesquels ont eu le plus d'impact sur votre pratique professionnelle et de les placer par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus d'impact au moins d'impact. Et ce qui devient le plus intéressant, c'est la 3e question. La 3e question qu'on leur posait, c'est, à votre avis, qu'est-ce qui explique que les perfectionnements que vous situez en tête de liste ont eu plus d'impact que les autres?
Parce que finalement, l'objectif de cette activité-là, c'était pas de faire le top 10 des perfectionnements au Canada, mais beaucoup plus d'en arriver à voir comment on peut expliquer que il y a des activités, il y a des perfectionnements qui sont plus appréciés, c'est-à-dire que les enseignants, finalement, ils trouvent leur compte plus que d'autres. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli les réponses à la question numéro 3 des participants. Et cette activité-là, on l'a fait, comme je mentionnais tantôt, depuis 98-99. Donc, on a pu la valider avec au-delà de 5-6 000 intervenants, autant du primaire que du secondaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a été capable d'organiser les réponses en 3 grandes dimensions. C'est-à-dire, ce qu'on voulait, c'était en arriver à être capable de faire des liens avec le changement. Parce que quand on vient dans un contexte de formation continue, quand des enseignants, par exemple, se présentent à l'intérieur d'activités de formation continue, l'objectif, c'est de pouvoir améliorer, de pouvoir modifier les pratiques pour faire en sorte d'avoir un meilleur impact sur l'apprentissage des élèves. Donc, on peut faire des liens entre les éléments qui nous ont été partagés, puis les dimensions du changement. On était capable de, finalement, organiser les éléments qui nous ont été partagés en trois grandes dimensions, puis on peut faire des liens avec le changement. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on sait que apprendre, l'apprentissage, c'est social, c'est affectif, puis c'est cognitif. Ben, finalement, le changement comporte aussi 3 dimensions. C'est-à-dire la dimension affective du changement, c'est l'aspect personnel. On peut dire que la dimension sociale du changement, c'est l'aspect relationnel. Et la dimension cognitive du changement, c'est l'aspect professionnel. Et là, on est capable d'organiser les différents éléments qui nous ont été partagés autour de ces 3 grandes dimensions-là. Ce que les gens nous ont dit, c'est que les perfectionnements qui sont les plus appréciés, ceux qui ont le plus d'impact sur leur pratique professionnelle, si on s'en va dans le haut, ce sont des perfectionnements qui correspondent à leurs valeurs, qui correspondent à leurs besoins, qui répondent à leurs attentes. Ce sont aussi des activités de formation, des perfectionnements à partir desquels ils peuvent anticiper des résultats probants. Si on veut se donner une phrase pour résumer, ce qu'on pourrait dire finalement, c'est que quand je viens dans un perfectionnement et que je vois que ce qu'on me présente peut m'aider, on vient de mettre en place, on vient de mobiliser la dimension personnelle, c'est-à-dire ça vient me toucher sur le plan personnel, ça me rejoint dans mes valeurs, dans mes besoins. Donc, c'est le moteur à partir duquel on est capable de lancer des choses. Souvent, ce à quoi on est confronté dans un contexte de formation continue, c'est toute la question du volontariat. C'est-à-dire que quand on oblige des enseignants à suivre la formation, et c'est une question qu'on se fait poser souvent quand on travaille avec des gens de terrain, quand on présente ces résultats-là, parce que j'ai présenté ces résultats-là de façon récurrente à des intervenants de terrain, les gens nous disent, est-ce que ça veut dire qu'on devrait éliminer les activités de formation qui sont obligatoires? Par exemple, quand on introduit un nouveau programme, est-ce que le fait de rendre la formation obligatoire, c'est négatif? La réponse, c'est on peut pas éliminer toute formation obligatoire, mais en même temps, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si j'amène des enseignants dans un contexte de formation continue puis qu'ils sont convoqués, je vais devoir mettre un accent particulier pour être en mesure de voir de quelle façon ce que je leur propose va les aider. Donc, faut autant que possible créer le besoin. Et là, la pression est sur le formateur. Si les enseignants ne voient pas que ça peut leur être utile, ben c'est sûr que il n'y aura pas d'impact au niveau de ce qui est offert. Ça, c'est une première dimension, mais même si on dit que c'est le moteur, on peut avoir un perfectionnement qui répond à mes besoins, qui correspond à mes attentes, mais il faut aussi que ça puisse être mis en application. Et ça, c'est le deuxième élément qui est fondamental, qui ressort dans les travaux sur le transfert aussi de façon majeure, je le mentionnais tantôt. Quand on regarde sur la dimension cognitive ou professionnelle, ce que les gens nous disent, c'est ce qui est le plus apprécié, c'est concret, c'est lié avec la salle de classe. C'est applicable au quotidien le plus rapidement possible, j'ai mis en parenthèse demain matin, avec un minimum d'énergie, de temps et de ressources. Si ça demande des modifications qui sont trop grandes, malgré le fait que ça peut correspondre à mes besoins, mes valeurs, mes attentes, on va le mettre de côté. Parce que la réalité de l'enseignant sur le terrain, c'est que ça revient vite, ils ont peu de temps. Donc, même si c'est fort intéressant, si la mobilisation qui est nécessaire pour être capable de l'utiliser est trop lourde, on n'y arrivera pas. Autre élément, que ça ne demande pas de tout changer, mais s'effectue selon la théorie des petits pas. Ce
qu'on appelle finalement les principes de changement minimal en thérapie interactionnelle. L'autre élément qui est très apprécié, c'est d'expérimenter concrètement dans le perfectionnement ce qui sera à faire en salle de classe. Puis finalement, un élément qui joue de façon importante en notre faveur comme chercheur, c'est qu'il faut que ça s'appuie sur des recherches solides. Les gens sont prêts à se faire mettre en déséquilibre, à se faire questionner, mais ce qui est important, c'est que quand on les met en déséquilibre, il faut être capable de les remettre en équilibre aussi. Quelle petite phrase on pourrait utiliser pour résumer? Ce qu'on pourrait dire, c'est si je vois que ça peut m'être utile au quotidien, là, à ce moment-là, on est dans un contexte où les possibilités de mise en application sont encore plus grandes. Il y a une troisième dimension qui a malheureusement été longtemps mise de côté, qui n'a pas été suffisamment considérée, qui l'est heureusement de plus en plus et qui est fondamentale, c'est toute la dimension relationnelle, tout l'aspect social finalement. Parce que si on veut en arriver à ce que un transfert puisse se faire, que ce soit dans un contexte de formation continue ou que ce soit dans un contexte où vous proposez à des enseignants à partir de travaux de recherche que vous menez de faire de la mise en application, on va avoir besoin de temps pour pouvoir y arriver. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, les perfectionnements qui s'étalent dans le temps, prévoient du suivi puis de l'accompagnement, sont des perfectionnements aussi qui sont très appréciés. Et ce qu'on peut dire, c'est que plus le changement qui est demandé est important, plus le facteur relationnel va être important. Si on poursuit, pour que ça aide, si je suis tout seul dans mon école à suivre la formation, puis que j'ai besoin d'un coup de pouce, ça devient plus difficile. Donc, si on est quelques personnes de la même école, on va être en mesure de partager, ça va être aidant. Et finalement, l'autre élément qui est habituellement très apprécié, c'est la formation qui est donnée par des animateurs dynamiques de qualité. Je note en parenthèse des personnes qui savent de quoi elles parlent parce qu'elles ont expérimenté ce qu'elles présentent. Souvent, on va faire référence à la formation par les pairs. C'est quelque chose qui est très apprécié. Pourquoi? Parce que quand les enseignants ont des questions concrètes, on peut avoir des réponses concrètes. Donc, si je suis enseignant et que je fais de la formation sur des éléments que j'ai mis en application dans ma classe et que j'ai des questions qui sont plus pointues qui me sont posées, je vais être en mesure d'y répondre. Alors que si c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter, ce qui devient important, c'est d'aller chercher quelqu'un qui peut le faire. Donc, comme chercheur, on n'est pas en mesure de mettre en application les connaissances qu'on génère, ou en tout cas pas toujours, pas souvent. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir besoin de s'associer à des gens qui vont pouvoir le faire. D'où l'importance du réseau auquel je faisais référence tantôt. Si on veut résumer cette dimension-là, ce qu'on pourrait dire finalement, c'est que dans un contexte où je suis en situation de perfectionnement, je peux me faire aider. Quand on a ces trois grands éléments-là, c'est-à-dire que je vois que ça peut m'aider, je vois finalement, et c'est toute la question des besoins auxquels on faisait référence tantôt dans le modèle des TCC, je vois que ça peut me servir, ça peut m'être utile au quotidien, et en plus, si j'ai besoin d'aide, je peux me faire aider, on a des conditions gagnantes. Ça ne veut pas dire que un enseignant qui est tout seul peut pas faire de changement, ne pourra pas faire de la mise en application. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais de façon générale, ce qu'on sait, c'est que si on a besoin d'un coup de pouce puis que ça devient difficile d'aller le chercher, les chances sont qu'on mette le tout de côté. Ça, c'est un premier tableau sur le changement. Un autre tableau qui est intéressant, que je présente souvent en formation aux enseignants, aux intervenants de terrain, qui donne des balises par rapport à tout ce qui touche le changement. C'est ce qu'on a appelé les étapes du changement. Et le problème avec ces éléments-là, c'est que j'ai eu beau fouiller pour essayer de voir d'où est-ce que ça provenait. Ce que j'avais trouvé à un moment donné, c'est que ça pourrait peut-être provenir des travaux d'Abraham Maslow sur la fameuse question des besoins de base. Semblerait-il qu'il avait peut-être travaillé sur certains de ces éléments-là à la fin de sa carrière, mais ça demeure difficile de voir d'où est-ce que ça provient exactement. Ce qui fait que j'ai pas pu donner de référence précise sur d'où ça vient. C'est un tableau finalement que à partir duquel on a commencé à mettre en place certains éléments de base, puis on l'a étoffé ensuite pour le rendre plus opérationnel. Donc, ce qu'on sait, c'est que les différentes étapes du changement, un changement va se faire d'abord au départ sur un aspect de prise de conscience. Et la prise de conscience va venir toucher, si on réfère au schéma précédent, l'aspect plus personnel. C'est-à-dire que je vais, par exemple, dans un colloque, je vais assister à une présentation, on me présente des travaux de recherche, et là, j'allume. Je réalise que, je connaissais pas ça, cet élément-là.
Je trouve ça intéressant. Donc, à partir du moment où la prise de conscience se fait, ça me touche sur le plan personnel, et là, ça peut créer un besoin. C'est-à-dire, tu me proposes un outil, je savais pas que l'outil existait, je vois que cet outil-là peut m'aider, donc la prise de conscience se fait. Sauf que avant la prise de conscience, il y a ce que, dans les travaux qu'on a consultés dans ce tableau-là, il y a l'étape qui précède la prise de conscience, qui s'appelle finalement l'étape de l'incompétence, ou on pourrait dire l'ignorance inconsciente. Et si on veut l'illustrer, l'étape de l'ignorance inconsciente ou de l'incompétence inconsciente, on pourrait l'illustrer par la petite phrase suivante. À ce stade-là, je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, la prise de conscience, c'est pas fait. Habituellement, à cette étape-là, c'est l'étape où on est heureux aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Mais à partir du moment où la prise de conscience se fait, c'est là finalement où on passe de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Là, ça commence à faire plus mal. Parce que à cette étape-là, maintenant, je sais que je ne sais pas. À l'étape précédente, je ne le savais pas, mais là, à cette étape-là, je le sais que je ne sais pas. Donc, l'étape de l'incompétence consciente, ce qu'on veut à partir du moment où on veut introduire un changement, bien, on veut en arriver à faire des mises en application. Et c'est là où certains éléments vont être importants, c'est-à-dire, il faut que ce qu'on veut mettre en application puisse l'être, donc pour que ça soit possible. L'idée du petit changement auquel je faisais référence tantôt est importante. Et il y a toute la question de l'échange avec les collègues qui va permettre finalement de passer de l'incompétence consciente aux applications conscientes, c'est-à-dire c'est là où consciemment j'essaye d'introduire un changement dans mes pratiques. Cette étape-là, finalement, c'est l'étape où je construis consciemment ma compétence. Et c'est exigeant. C'est habituellement cette étape-là que les gens vont abandonner. Tout le monde peut amorcer un changement. Amorcer un changement, c'est à la portée de tout le monde. Maintenir le changement, c'est là où habituellement, où ça se corse, et c'est là où ça devient plus difficile. D'où l'importance d'avoir un suivi, un accompagnement. Et la petite phrase qu'on pourrait se donner pour l'illustrer, il faudrait toujours garder en tête qu'à ce moment-là, je suis en train d'apprendre. Je sais que je suis en train d'apprendre. Donc, ça ne peut pas changer du jour au lendemain. On a des données de recherche sur le changement, entre autres par deux chercheurs américains qui ont travaillé sur la formation continue, qui nous disent que pour introduire un nouveau changement, un changement dans des pratiques, c'est-à-dire pour introduire une nouvelle pratique à l'intérieur de ce qu'un enseignant fait déjà, il faut le voir sur environ un mois, il faut prévoir de 20 à 24 tentatives pour en arriver à ce que cette stratégie-là puisse commencer à être mise en application. D'où l'idée aussi du 21 jours, qui est un autre balise qu'on a, c'est-à-dire à partir du moment où on veut introduire un changement, après 21 jours, on commence à être plus à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. Un enseignant en sciences m'avait déjà fait remarquer d'ailleurs que 21 jours, c'est le temps que ça prend pour une cellule à se développer. C'est intéressant. Il y a aussi, à cette étape-là, l'importance de l'échange avec les collègues et naturellement du support de la direction. Et dans les travaux sur le transfert, en ce qui concerne la formation continue, un des éléments fondamentaux, c'est l'importance d'avoir le support du gestionnaire qui va accompagner la personne qui est en train de mettre en application des choses différentes dans sa pratique. Et quand le support n'est pas là, le transfert ne se fait pas. Donc, ce qu'on veut en bout de course, c'est en arriver au stade de la compétence inconsciente, c'est-à-dire au stade des habitudes. Et quand ça passe au stade des habitudes, ce qu'on a finalement comme résultat, c'est que de façon quotidienne et concrète, ça s'applique à l'intérieur des pratiques. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de la compétence inconsciente. Mais je dirais, le prix à payer, c'est que comme ça devient conscient, je peux oublier que je sais. Et il y a un paradoxe là-dedans, c'est que finalement, on travaille très fort pour changer. Une fois que le changement est intégré, ben, on l'oublie parce que pour être en mesure, finalement, de faire des applications quotidiennes, on doit passer au stade de l'automatisation de l'habitude. Un exemple concret que vous avez peut-être déjà entendu qui illustre bien, qui n'est pas du domaine scolaire, mais si vous conduisez une voiture manuelle particulièrement, rappelez-vous au début comment vous avez mis de l'énergie pour réussir à en arriver à coordonner la pédale d'embrayage puis le changement de vitesse, puis avec souvent plusieurs calages de moteur, pour en arriver à un moment donné, avec de la pratique, à ce qu'on puisse changer les vitesses d'un véhicule en discutant avec le voisin d'à côté, en écoutant de la musique ou malheureusement, dans certains cas, pour certaines personnes, même en textant. Ça, on n'ira pas là.
Mais donc, ce que ça veut dire, finalement, c'est qu'on en arrive à passer au stade des habitudes. Donc, si on va aller plus loin sur les modalités d'efficacité de la formation continue, pour être capable de se donner des balises, pour voir en quoi on peut faire des liens avec le transfert de façon plus serrée, je faisais référence tantôt aux travaux de Joyce et Showers, deux chercheurs américains qui ont vraiment poussé beaucoup l'analyse des activités de formation continue, entre autres à l'intérieur d'une méta-analyse qu'ils ont publiée en 2002, à l'intérieur de laquelle ils ont synthétisé des résultats de 200 études qui portaient sur les effets du perfectionnement sur les pratiques enseignantes. Et ils en sont arrivés finalement à des éléments fort intéressants. Vous allez voir que quand on se parle de transfert, ce à quoi on est confronté, c'est les modalités qui vont être utilisées pour finalement permettre, dans ce cas-là, on se parle d'enseignants en formation, permettre aux enseignants de pouvoir passer à de la mise en application. Donc, ce tableau-là, je l'ai traduit, je l'ai adapté à partir des travaux qu'ils ont publiés dans leur bouquin. Si on regarde différents modes de livraison de contenu en fonction de ce que ça donne, du côté de la connaissance du contenu, des habiletés de mise en œuvre, des applications en salle de classe. Prenons dans un premier temps une présentation magistrale. Ce qu'on constate, une présentation magistrale va en bout de course avoir un impact en termes de contenu de l'ordre de 10%. Les habiletés de mise en œuvre, c'est-à-dire finalement ce qui est nécessaire pour passer à l'action, de l'ordre de 5%. Et ce qu'on constate, les applications en salle de classe, on est à 0. C'est des moyennes, là. On s'entend, au-delà des moyennes, les sujets varient, mais en moyenne, c'est ce qu'on constate. On ajoute à une présentation magistrale une démonstration. On passe à 30% en termes de connaissance du contenu, 20% d'habileté de mise en œuvre, mais on est toujours à 0 en termes d'application en salle de classe. On y ajoute de la pratique. On passe à 60% en termes de connaissance de contenu, 60% d'habileté de mise en œuvre, mais on est toujours seulement à 5% en termes d'application en salle de classe. On y ajoute un élément clé, dont on a parlé tantôt, sur lequel on va revenir, du coaching, de l'accompagnement, on a support de la direction aussi. On passe à 95% en termes de connaissance de contenu, 95% d'habileté de mise en œuvre et 95% d'application en salle de classe. Donc, vous voyez que quand on se parle dans un contexte de formation continue, de mise en application, ce qui devient fondamental, c'est de prévoir du suivi et de l'accompagnement. Et c'est une donnée qu'on retrouve dans l'ensemble des recherches qui ont été faites sur le transfert. Et en ce qui concerne la formation continue, c'est un élément qui est incontournable. Quand je présente ces données de recherche-là, parce que je les présente régulièrement, systématiquement aux intervenants de terrain, habituellement, il y a quand même un bon déséquilibre qui s'installe parce que ce qu'on constate, c'est que l'accompagnement, malgré le fait qu'on commence à réaliser de plus en plus que c'est fondamental, il y a encore énormément de travail à faire pour mettre en place des pratiques d'accompagnement quand on propose des activités de formation continue. Dans les activités de transfert, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Si on veut résumer, Joyce et Showers nous disent qu'un programme de formation conçu pour introduire une nouvelle méthode devrait, fournir des informations et une théorie concernant la méthode proposée. C'est clair qu'il faut donner du sens à tout ça pour voir sur quoi ça s'appuie, c'est quoi les bases. Prévoir la démonstration de la méthode par les formateurs. Offrir aux participants l'occasion de pratiquer la méthode pendant la formation. Leur fournir une rétroaction concernant leur performance lors de la pratique. Puis leur donner un accompagnement ou un coaching lors de l'application en salle de classe. La raison pour laquelle je l'ai mis d'une autre couleur, c'est parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Si on va un peu plus loin, synthèse de recherche un peu plus récente sur les modalités d'efficacité de la formation continue qui a été produite par et ses collaborateurs en 2009. À quoi en sont-ils arrivés? Quelques éléments clés. Premièrement, peu de recherches expérimentales ont été réalisées. On en a seulement 9 sur 1300 qui permettent de vérifier l'impact du perfectionnement sur le rendement des élèves. Donc, quand on pense avoir un impact sur le rendement des élèves, ce qu'on constate finalement, c'est que il y a des éléments importants à prendre en considération, puis c'est loin d'être direct. Il y a finalement le faible nombre de recherches nous le démontre aussi. Dans les 9 études qui ont été réalisées qui vérifiaient l'impact du perfectionnement sur le rendement des élèves, il y en a 5 qui ont obtenu un gain moyen de 21 points sur le rendement des élèves. Ces cinq études-là, finalement, ce qu'ils voyaient, c'est que le perfectionnement qui avait été mis en place était d'une durée de 30 à 100 heures. Fait que vous voyez que ça demande quand même un certain temps, puis réparti sur une période de 6 à 12 mois. Dans ces 5 études-là, on prévoyait toute une démarche de suivi puis d'accompagnement. Vous voyez qu'on était encore en
directement en lien avec un élément fondamental. Et un autre aspect clé, on parle actuellement de plus en plus dans les travaux qui sont faits sur le terrain. On parle des communautés d'apprentissage professionnel. Il y a Martine Leclerc de l'UQO, qui est une dame qui fait beaucoup de travaux dans ce domaine-là, qui est la référence finalement du côté des communautés d'apprentissage professionnel. Donc, l'accompagnement est articulé autour des communautés d'apprentissage professionnel, puis s'appuie sur des principes de collégialité entre les enseignants. Donc, quand on se parlait de création de réseau tantôt, ben c'était ça aussi qu'on peut faire référence. C'est-à-dire, la communauté d'apprentissage professionnel, c'est un réseau qu'on installe où les gens sont interdépendants, où ils peuvent s'épauler, se donner un coup de pouce pour être en mesure de faire de la mise en application. Donc, la communauté d'apprentissage professionnel devient un élément fort aidant pour favoriser le transfert des apprentissages. À partir du moment où on veut tenir compte de tout ça à l'intérieur d'un cadre pour pouvoir se donner des balises, pour proposer aux enseignants, dans le contexte de ce que je vais vous présenter, des activités de formation continue à travers d'un cours en ligne ou à l'intérieur d'un contexte plus de transfert de connaissances au niveau de la recherche. Des travaux fort intéressants qui ont été faits par deux chercheurs américains qui s'appellent Clark et Estes, qui ont été en mesure d'identifier finalement une démarche systématique de transfert des connaissances scientifiques. Selon les travaux qu'ils ont faits, ce à quoi ils s'en sont arrivés pour favoriser finalement cette démarche-là, ce qu'on dit, c'est que premièrement, une première étape devrait être dans la démarche une analyse systématique qui va identifier le problème à résoudre. On disait tantôt que pour que le transfert puisse se faire, il faut que ça puisse répondre à un besoin. Donc, un problème étant considéré comme un besoin, on va faire une analyse systématique. Deuxièmement, ensuite, la deuxième condition, c'est quelque chose qui va être choisi et adapté à partir d'un ensemble d'études descriptives et empiriques bien conçues et appropriées. Fait que vous voyez qu'on est aux deux niveaux, c'est-à-dire autant du descriptif que de l'empirique. Et le troisième élément, c'est ajusté à un contexte éducatif précis. C'est-à-dire, on veut que ça soit contextualisé. Ils ont produit un schéma qui vient illustrer ça. C'est-à-dire, si on part d'un problème véritable, ce problème véritable-là, on en fait une analyse à partir de questions qu'on va se poser. Ça va générer, on va aller faire des observations sur le terrain. Donc, à partir d'observations sur le terrain, on est en mesure de travailler sur des hypothèses, donc recherche plus descriptive. On élabore des hypothèses qu'on va pouvoir ensuite vérifier avec des données plus des recherches empiriques. Donc, on se parle à ce moment-là plus de recherche expérimentale, c'est-à-dire ce qu'on a pu observer, on va aller le valider à l'intérieur d'études qui permettent d'avoir des comparaisons pour pouvoir avoir un groupe témoin, un groupe expérimentaux, pour essayer finalement d'identifier des relations causales. Ça permet d'en arriver à ce qu'ils appellent une technologie générique. Technologie étant comprise comme étant finalement une solution à un problème. Quand on se parle de technologie, dans la façon dont il présente, la technologie, c'est un ensemble de solutions qui est proposé pour un problème. Mais on a beau en arriver avec une technologie générique, ce qui devient fondamental, c'est d'être capable de le contextualiser ensuite. Donc, ce qui peut être identifié à partir de travaux de façon plus générale va devoir ensuite être contextualisé pour être en mesure d'en arriver à être adapté. Et de là, le lien qu'on peut faire avec les travaux que j'ai fait avec un collègue sur tout ce qui touche l'enseignement efficace, je vous le resitue à partir de ce schéma-là. Quand on se parle des pratiques d'enseignement efficace, on se parle de pratiques d'enseignement qui ont été observées d'abord en salle de classe à partir de recherches descriptives. Un chercheur qui s'appelle Rosensheim, dans les années 70, avait été observé des enseignants qui avaient été identifiés comme étant efficaces à partir du rendement des élèves. Donc, il s'est dit, si on a des enseignants qui sont capables d'amener des élèves à un niveau d'apprentissage supérieur, est-ce qu'on serait en mesure d'identifier chez ces enseignants-là des pratiques qui les distinguent des autres? Donc, c'est la question qui s'est posée en termes de recherche descriptive. Il est allé faire des observations en salle de classe. Il a observé des enseignants de la 4e année du primaire jusqu'à la 10e année au secondaire. Et il est en mesure d'identifier effectivement des pratiques qui permettaient de distinguer les enseignants qui étaient plus efficaces. Donc, une fois ces pratiques-là identifiées, il s'est dit, si on veut vérifier l'impact, est-ce qu'on est en mesure de voir
de façon comparative l'impact d'un programme de formation qui permettrait d'aller vérifier si on travaille avec deux types d'enseignants, c'est-à-dire si on travaille avec des enseignants novices à qui on propose de mettre en application des stratégies d'enseignement efficaces telles qu'ils avaient été identifiées dans les recherches descriptives, puis d'autres groupes d'enseignants avec lesquels on ne propose pas, à qui on ne propose pas ces stratégies-là. Donc, contexte de recherche expérimentale avec groupe témoin, groupe expérimental, groupe comparable. Et qu'est-ce qui est en mesure de constater? Effectivement, les enseignants novices à qui on avait enseigné des stratégies d'enseignement efficace en arrivaient à amener leurs élèves à un niveau de rendement supérieur comparativement à des enseignants qui n'avaient pas obtenu le même cadre de formation. Donc, ça a permis d'identifier finalement des stratégies d'enseignement efficace qui sont génériques. Et ces stratégies d'enseignement efficace génériques-là peuvent être appliquées dans un ensemble de contextes. Je vous en donne un exemple très concret. Quand on se parle de la démarche d'enseignement explicite, qui est actuellement une stratégie pédagogique, un ensemble de stratégies pédagogiques dont on parle beaucoup sur le terrain présentement puis dans les recherches, les pratiques d'enseignement explicite, la démarche d'enseignement explicite, modelage, pratique dirigée, pratique autonome, a été d'abord identifiée à partir des travaux en enseignement efficace. Donc, ce que Rosenstein avait identifié, c'est que les enseignants qui étaient les plus efficaces, c'était des enseignants qui avaient normalement une démarche qui correspondait à modelage, pratique dirigée, pratique autonome. Ce sont des pratiques génériques. Sauf que quand on veut les appliquer ensuite de façon plus spécifique en contexte, on doit les recontextualiser. Faire une démarche d'enseignement explicite en français, faire une démarche d'enseignement explicite en mathématiques, le faire en sciences, ça se contextualise pas de la même façon. D'où l'importance de voir comment ça peut être adapté pour être applicable. Donc, c'est là-dessus, entre autres, qu'on travaille avec les enseignants avec lesquels on travaille, puis les conseillers pédagogiques qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Ce qu'on a développé comme cours, et là, ce que je veux vous présenter rapidement, c'est de quelle façon on a pu contextualiser les différentes balises que je viens de vous présenter à l'intérieur d'un cours qui est offert à des enseignants en exercice, mais aussi à des intervenants, pour faire en sorte qu'on puisse permettre une généralisation de certaines stratégies d'enseignement efficaces qui ont été validées par les recherches, de faire en sorte que les enseignants puissent en arriver à le mettre en application de façon régulière à l'intérieur de ce qu'ils font avec les élèves. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a conçu un cours de deuxième cycle qui était adapté à partir d'une formation présentielle. C'est un cours qui est offert à des enseignants de niveau primaire et secondaire. C'est un cours qui est complètement web, c'est-à-dire on a à l'intérieur de ce cours-là des activités, des lectures, des capsules d'animation, des capsules vidéo. C'est un contexte de formation multimédia interactif, mais c'est pas un contexte de formation continue classique où on a des rencontres où finalement la formation est offerte en présentiel. C'est un cours qui se situe aussi dans une perspective de développement professionnel, c'est-à-dire on travaille dans un contexte de pratique réflexive. Et la particularité, c'est que c'est un cours où on va permettre un accompagnement. Je tablais tantôt beaucoup sur l'accompagnement à partir des travaux sur le transfert. Donc, on offre un cours web. C'est quelque chose qui est nouveau dans le contexte de la formation continue des enseignants. Actuellement, quand je rencontre des enseignants et que je leur demande combien parmi vous ont déjà suivi un cours en ligne, j'en ai à peu près 10% qui me disent qu'ils l'ont fait. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est nouveau en formation continue. Et si on veut s'assurer que ça puisse être mis en application, c'est là où l'accompagnement devient fondamental. Donc, pour être en mesure d'accompagner les enseignants, on a dû former aussi des gens à l'accompagnement. Donc, quelles sont les visées de ce cours-là? C'est un cours qui est en 2 volets. Il y a un volet qui s'adresse aux enseignants qui s'appelle le volet enseignement, qui s'articule autour de 2 grandes composantes, c'est-à-dire quand on se parle d'enseignement efficace, on se parle de gestion de tâches et de gestion de l'enseignement-apprentissage. Ce sont les 2 grands aspects qu'on travaille. Ce que le cours vise fondamentalement, c'est 3 choses. C'est-à-dire, premièrement, valider des stratégies d'enseignement efficace que les enseignants utilisent déjà, parce que, étant donné que l'enseignement efficace, c'est quelque chose qui a d'abord été observé en salle de classe, un des aspects que les enseignants constatent, c'est qu'ils retrouvent des stratégies qu'ils utilisent déjà. Et c'est fort intéressant parce que ça permet de valider les pratiques qu'ils utilisent. Donc, premièrement, validation, mais de comprendre pourquoi ces pratiques-là sont plus efficaces que d'autres. De systématiser l'utilisation des stratégies qu'ils utilisaient peut-être de façon irrégulière, sans savoir qu'elles pouvaient obtenir un impact sur la réussite des élèves. Des fois, ils se rendent compte qu'il y a des stratégies qu'on leur présente qu'ils avaient déjà utilisées, par exemple, au début,
quand ils ont commencé à enseigner puis qu'ils avaient mis de côté. Donc, on va se mettre à les réutiliser et finalement introduire des nouvelles stratégies dans leur pratique pédagogique selon des principes qui favorisent leur implantation en salle de classe. C'est là où on se parle des conditions auxquelles je faisais référence tantôt, des conditions qui sont importantes pour que ça puisse être appliqué de façon régulière. Si on regarde le deuxième volet du cours, c'est-à-dire le volet accompagnement, à partir du moment où on veut qu'ils puissent avoir de l'accompagnement dans les milieux scolaires en lien avec ce cours-là, il a fallu offrir de la formation aux enseignants. Et si je reviens au modèle dont j'ai parlé tantôt, ce qui devient important finalement, c'est de pouvoir assurer la dissémination de ces stratégies-là. Et c'est là où l'accompagnement vient jouer un rôle fondamental. Donc, à partir du moment où on veut le faire, ce qu'on a dû faire, c'est former des conseillers pédagogiques pour pouvoir accompagner les enseignants dans la démarche. C'est un cheminement qui se fait en 2 étapes. Première étape, c'est de s'approprier les fondements, les pratiques d'enseignement efficace, qui sont toujours les mêmes. Et la deuxième étape, c'est d'effectuer une démarche d'accompagnement pédagogique auprès de un ou de plusieurs enseignants à partir des outils qu'on leur propose. Fait qu'on a un cours qui s'adresse aux enseignants qui vise à faire de la mise en application de stratégies d'enseignement efficace en classe, mais on a un cours qui s'adresse aux intervenants qui accompagnent les enseignants pour pouvoir favoriser la mise en application ou le transfert finalement de ces stratégies-là. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que si on ne le prévoit pas, le problème auquel on va être confronté, c'est le même problème que celui auquel on a fait référence tantôt, c'est que même si les stratégies sont basées sur des données probantes, si l'accompagnement n'est pas là, la mise en application va rester à un niveau très superficiel. Donc, comment on procède? La démarche qu'on a mise en place pour favoriser le transfert en salle de classe, l'accompagnement des enseignants qui suivent le cours est donné par des conseillers pédagogiques qui sont sur place. Donc, c'est un modèle où on permet aux accompagnateurs de pouvoir améliorer leur niveau d'expertise. On libère les enseignants, on demande à la commission scolaire de libérer les enseignants pour être en mesure de reconnaître le temps qu'ils vont mettre à l'intérieur de ce cours-là. Donc, il y a 4 journées de libération qui sont offertes aux enseignants. Sur ces 4 journées-là, il y a 4 demi-journées qui vont être prévues pour des rencontres de sous-groupes en communauté d'apprentissage professionnel qui vont permettre les échanges, la mise en commun des pratiques, pouvoir valider les expérimentations. Et c'est un élément qui est fondamental. Et il y a 2 journées de libération flottantes, c'est-à-dire que les enseignants peuvent prendre selon leurs besoins pour faciliter leur cheminement individualisé, parce qu'il faut se rappeler que c'est un cours web qui est un cours qu'ils font de façon individualisée. Et c'est du temps qu'ils mettent sur leur temps personnel. Donc, ça leur demande un engagement. C'est un cours universitaire, c'est un cours de 2e cycle. Donc, c'est la raison pour laquelle les commissions scolaires avec lesquelles on transige, on est en partenariat, libèrent les enseignants pour 2 journées, que les gens puissent mettre une partie du temps pour pouvoir travailler sur les éléments du cours. Donc, qu'est-ce que ça a donné à date en termes de résultats? Je vous présente rapidement les données qu'on a recueillies après 2 années de mise en application à partir d'un graphique qui apparaît très mal à l'écran, je suis désolé. Donc, ce qu'on a vérifié rapidement, c'est au départ, on a un nombre total d'intervenants qui ont suivi le cours. On a 160, près de 180 personnes qui ont suivi le cours. On a un taux d'abandon de 5,6 %. On a un taux d'échec de 13,5 %. Donc, un taux de réussite total pour le cours qui est de 80 %, 81 %, ce qui est très bon parce que quand on regarde les cours en ligne habituellement, c'est souvent plus de l'ordre de 50 % en termes de taux de réussite. Beaucoup de gens abandonnent. Les gens qui n'ont pas réussi, c'est des gens qui ont abandonné en cours de route, mais les gens qui complètent normalement réussissent le cours. Si on va un peu plus loin puis on regarde de quelle façon on a procédé pour aller recueillir les données que je vais vous présenter, c'est une étude exploratoire. C'est à partir d'un questionnaire où on a posé aux gens 23 questions qui allaient, des données démographiques qui allaient sur le contenu du cours, sur le système de formation et sur la démarche d'apprentissage, à partir d'une échelle de Likert à 6 modalités, donc qui partait de tout à fait jusqu'à ne s'applique pas. Donc, en termes de résultats, d'une part, la répartition des gens qui ont répondu au questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens de différents niveaux, c'est-à-dire de différents secteurs qui ont suivi le cours, qui ont répondu au questionnaire. On a des gens autant, actuellement, on a plus d'enseignants du secondaire, près de 54 %, des enseignants du primaire, 21 %,
des enseignants de l'adaptation scolaire autour de 15, de la formation professionnelle, l'éducation des adultes, 6%, puis de la formation professionnelle, 4,9%. On s'en va rapidement sur les résultats. Donc, 2 volets. Je vous disais que le cours est offert en volet A et volet B, c'est-à-dire le volet enseignement puis le volet accompagnement. 82 enseignants ont répondu au questionnaire. Il y avait une question qui portait sur l'appréciation générale du cours, c'est-à-dire, je leur demandais, sur une échelle de 0 à 100, quelle note donneriez-vous au cours? On a une note de tout près de 89% d'appréciation générale. Et ensuite, les 4 autres éléments sont des éléments qui sont liés avec l'échelle de Likert, c'est-à-dire on demandait aux gens de se positionner sur, premièrement, l'utilité du contenu. On a vu tantôt comment l'aspect utile est fondamental pour favoriser le transfert. 95% des enseignants répondants nous ont dit qu'ils trouvaient que le contenu leur était beaucoup utile, selon l'échelle de Likert. L'autre élément qu'on est allé vérifier, ça apparaît pas bien dans le tableau, il s'est déformé, c'est les rencontres de sous-groupes, c'est-à-dire ce qui permet finalement de travailler sur l'accompagnement. On a près de 92% des gens qui nous ont dit que ces rencontres-là étaient beaucoup favorables à leur apprentissage. Ensuite, 2 éléments drôlement intéressants, j'étais très content de voir les résultats. C'est ce qui touche l'auto-efficacité ou le sentiment de compétence sur le plan de la gestion de la classe, le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la gestion de l'enseignement. Donc, il y avait une question qui était posée aux enseignants sur est-ce que ce cours-là vous permet de vous sentir plus compétent en gestion de classe? 84% des gens ont dit se sentir plus compétent, beaucoup plus compétent en gestion de classe. 94% des enseignants ont dit se sentir beaucoup plus compétent en gestion de l'enseignement. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on se parle de formation, actuellement, le meilleur indicateur qu'on peut avoir de l'impact de quelque formation que ce soit, c'est le sentiment d'auto-efficacité ou le sentiment de compétence. Si une personne se sent plus compétent après avoir suivi un cours, une formation, on sait que le transfert s'effectue à ce moment-là. Donc, ces données-là sont fort intéressantes. Et comment on peut expliquer l'écart entre les deux? Quand j'ai fait l'analyse de l'échantillon, dans mon échantillon, j'avais 85% des gens dont le niveau d'expérience était de 5 ans et plus. Parce que c'est une des questions que je posais, vous enseignez depuis combien de temps? Donc, j'avais plus de 85% des enseignants qui ont répondu qui avaient au-delà de 5 ans d'expérience. On sait actuellement qu'on perd 20 à 25% de nos enseignants débutants dans les 5 premières années, malheureusement. Les travaux d'un collègue à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'appelle Stéphane Martineau, qui touche l'insertion professionnelle. Stéphane a travaillé beaucoup là-dessus et c'est très troublant. Mais ce qu'on constate actuellement, c'est que les enseignants qui quittent la profession dans les 5 premières années, le problème se situe habituellement du côté de la gestion de la classe. Donc, comment on peut expliquer que finalement, la mise en application, le sentiment de compétence a été augmenté plus du côté de la gestion de l'enseignement? On s'adressait à des enseignants plus expérimentés, donc c'est des enseignants pour qui la gestion de classe était quand même relativement réglée. Quand ça fait plus que 5 ans, ça veut dire que tu as été capable de passer à travers. Si je le dis de façon un peu caricaturale, si tu avais continué d'avoir des problèmes de gestion de classe, tu serais probablement tombé dans la mortalité statistique du 20-25%, donc tu n'aurais pas continué après 5 ans. En dessous, vous avez les données en ce qui concerne le volet accompagnement du cours qui s'adresse particulièrement à des conseillers pédagogiques, à des directions d'école. Mon N là-dessus est beaucoup plus petit parce que le cours est plus récent. Au moment où j'ai compilé, j'avais 17 personnes qui l'avaient suivi. Si on regarde le taux d'appréciation, c'est 94%. Et les 3 autres éléments sont intéressants. À 100%, les gens ont dit que le contenu leur était beaucoup utile pour leur travail. À 100%, les gens disent se sentir beaucoup plus efficaces au niveau de leur démarche d'accompagnement. Et l'autre question qui leur était posée, c'est les outils d'accompagnement qui sont proposés favorisent l'apprentissage et la mise en application. Et à 100%, les intervenants ont confirmé aussi. Fait que c'est des données qui sont intéressantes. Ça reste des données préliminaires. On est dans une étude exploratoire, mais finalement, ça permet d'en arriver à des résultats qui sont intéressants. Si on regarde rapidement au niveau de la synthèse des résultats, à quoi peut-on en arriver? Ce qu'on constate finalement, c'est que le cours atteint les objectifs visés. On a un taux de réussite de 80%. Quand j'ai vérifié aussi, j'ai plus ou moins 80% des gens qui disaient qu'ils étaient intéressés de poursuivre. Il faut se rappeler que c'est un premier cours et on l'avait fait vraiment sur une base exploratoire pour vérifier si un cours comme celui-là
pouvait justement permettre d'avoir du transfert malgré le fait qu'on était dans un contexte de formation en ligne. C'est un programme, on s'en va vers un programme court en efficacité de l'enseignement des écoles de 3 cours qui pourra aussi éventuellement faire partie d'un DSS. Comme les résultats sont probants, on va plus loin. Il y a un deuxième cours que mon collègue Steve Bissonnette est en train de finaliser qui porte sur la gestion des comportements, gestion de classe. Le modèle qu'on a développé permet actuellement, ce qu'on constate, c'est permet d'amener un changement de paradigme en formation continue parce que on est vraiment capable de tabler sur l'expertise qui est à l'intérieur des commissions scolaires pour favoriser la mise en application en salle de classe. Pourquoi? Parce qu'avec la formule hybride, c'est-à-dire avec la formule où on a des conseillers pédagogiques qui accompagnent les enseignants, on est vraiment en mesure de supporter la mise en application. Comme on disait tantôt, les données préliminaires indiquent une amélioration du sentiment de compétence des enseignants, mais aussi des intervenants en soutien, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques, les directions d'école qui ont suivi le cours. Et ce qui est fort intéressant, c'est un modèle qui permet un transfert dans le milieu, comme je disais tantôt, où on est capable de développer l'expertise des agents de liaison. C'est-à-dire les agents de liaison, c'est nos conseillers pédagogiques, nos directions d'école, ce que Landry appelle dans sa synthèse de recherche les gestionnaires, à travers l'accompagnement des enseignants. Finalement, plus les conseillers pédagogiques, les directions d'école, ce qui apparaît pas en dessous, peuvent accompagner les enseignants dans la démarche, plus finalement ils sont en train de développer leur expertise en accompagnement et on est en mesure de voir des pratiques d'accompagnement qui émergent qu'on peut réinvestir dans d'autres commissions scolaires. Donc, quand je parlais d'un modèle systémique qui nous permet finalement de générer des connaissances directement à partir du terrain qu'on peut réinvestir ailleurs, c'est ce qu'une démarche comme celle-là nous permet de faire. Si on, en résumé, en conclusion, si on veut compléter, on veut se garder une dizaine de minutes pour pouvoir échanger puis répondre à vos questions si vous en avez. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ben, à partir du moment où on veut favoriser le transfert des connaissances, à partir des travaux de Joyce et Showers, puis des travaux de recherche en synthèse qui ont été faits sur le transfert des connaissances, certains éléments qu'on devrait avoir en tête. Premièrement, proposer aux enseignants des interventions directes en salle de classe. Il faut se rappeler que plus ce qu'on demande aux enseignants de faire est loin de leur pratique, plus les chances que le transfert se fasse sont faibles. Donc, plus on va être en mesure de coller les applications, les stratégies qu'on veut qu'ils soient mises en place, donc les travaux de recherche qu'on propose, ce qui est finalement le résultat des travaux qu'on mène, si on veut que ça soit mis en application, il faut voir de quelle façon ça peut se traduire en intervention directe. Leur présenter sur quoi s'appuient ces interventions-là. Naturellement, les travaux de recherche qui sont à la base de ces interventions-là doivent être présentés. C'est important que les enseignants voient sur quoi ça s'appuie. Leur expliquer en quoi celles-ci peuvent les aider. C'est finalement, quand je faisais référence aux travaux sur le changement, ça peut m'aider. Donc, de quelle façon ça peut les aider? Ça favorise finalement la mobilisation. Leur montrer comment les appliquer quotidiennement. Et là, c'est sûr qu'on va devoir faire appel à des gens sur le terrain. C'est-à-dire que pour que le transfert puisse se faire, c'est là où la démarche de formation par les pairs prend tout son sens. Donc, il y a une partie de travail en co-développement qui devient fondamentale. Les communautés d'apprentissage professionnel deviennent un élément qui est aussi fort intéressant. Et le dernier élément clé qui apparaît pas tout à fait au complet sur la diapo, je m'en excuse, c'est de mettre en place un réseau pour favoriser les interactions et les échanges entre les praticiens, les gestionnaires, ou c'est-à-dire, si vous aimez mieux, les personnes qui vont accompagner le transfert, puis les chercheurs. La question du réseau, c'est quelque chose de fondamental pour justement faire en sorte qu'on puisse en arriver à ce que les perspectives divergentes que j'ai présentées au début de la conférence puissent être affinées. Sinon, on va rester finalement chacun de notre côté avec des visions, des perspectives différentes, puis il n'y aura pas le lien qui va se faire entre les deux. Et le lien peut se faire par l'entremise des personnes qui travaillent directement en interface entre les chercheurs et les praticiens, mais tout ça devrait se faire dans un contexte systémique, c'est-à-dire dans un contexte ayant comme base un réseau et non pas de façon linéaire comme le premier modèle que
présentés le faisaient et finalement ne donnaient pas de résultats intéressants.